Voilà. Donc voilà, sur les aspects un peu techniques pour ce soir. Et du coup, au programme de cette heure, premièrement, je vais commencer avec une petite introduction en fait des enjeux du webinaire, donc autour des concepts de diplomatie féministe et aussi du forum Génération Égalité, donc pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières de ce que cela implique. Ensuite, il y aura l'échange avec Déborah et avec Ludovica pour une trentaine de minutes environ, et on finira sur un temps de questions-réponses si vous avez des questions. Puis il sera le temps de se quitter parce qu'il fait beau et que ce sera l'heure de manger. Voilà. Est-ce que ça va à tout le monde? Vous pouvez le dire dans le chat. De toute façon, il n'y a pas d'autres programmes. Donc voilà, ça va prendre ou à laisser. Hop là. Tac, donc c'est parti. Donc pour vous faire un peu une introduction et poser en fait les enjeux de ce soir, donc le webinaire s'inscrit dans le cadre, donc, comme je vous disais, du projet Expert Genre, qui est une déclinaison du site Les Expertes. Et si donc vous faites partie de ces experts des questions de genre, mais que vous n'êtes pas encore inscrite sur le site, n'hésitez pas à le faire. Donc je vous enverrai aussi le support de présentation, mais n'hésitez pas à venir créer votre fiche et à contribuer voilà, à rejoindre cette communauté d'expertes des questions de genre. C'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre d'un projet que j'ai mené en fait ces derniers mois, qui a consisté en fait en développement de différents supports, différents outils de communication, donc notamment des webinaires, aussi des interviews et des tribunes écrites par les experts, et aussi un podcast donc, qui s'appelle Expertes en tout genre, dans lequel il y a 10 épisodes donc, que j'ai animés et que j'ai montés. Voilà. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les écouter. Hop. Du coup, très rapidement, donc, ce webinaire, en fait, il vient célébrer en fait, les 1 an de la plateforme Expert Genre, qui avait été créée dans le cadre du Forum Génération Égalité. C'est aussi en fait un contexte particulier parce qu'en ce moment, il y a la 66e commission sur le statut des femmes qui se déroule actuellement à New York. Et on est aussi à quelques semaines des élections présidentielles. Et en fait, force est de constater que, alors, ça a un peu été modifié avec la guerre en Ukraine. On a eu des enjeux internationaux qui ont pris un peu plus de place, mais tout ce qui concerne en fait la diplomatie et notamment la diplomatie féministe n'avait pas beaucoup de place jusqu'à présent dans ces élections présidentielles et dans les débats présidentiels. Donc voilà, c'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrit le webinaire de ce soir. Donc très rapidement, pour vous introduire un peu ce qu'est la diplomatie féministe, j'ai repris en fait une citation de l'ancienne ministre des Affaires étrangères suédoise qui en fait a été un peu à l'origine de la théorisation de ce concept. Et donc je vous le lis, ça concerne toutes les actions menées par un État pour promouvoir, au travers de ses relations diplomatiques, des idéaux et des bonnes pratiques pour atteindre l'égalité des sexes et garantir à toutes les femmes et les filles la jouissance de leurs droits fondamentaux. Et dans le cadre de cette définition, donc cette même ministre des Affaires étrangères suédoise, elle a défini en fait une approche par les 3 R, ce qu'elle a appelé donc Rights, Representation and Resources, ce que veut dire droit, représentation et ressources. Donc l'idée serait qu'un État mène une diplomatie féministe à partir du moment où il assure le respect des droits, le respect et la promotion des droits des femmes et des filles, leur représentation politique et leur accès aux ressources, notamment financières. En théorie, il y a à ce jour en fait plusieurs pays qui se réclament d'une diplomatie féministe, notamment la Suède et le Canada, qui sont reconnus pour être un peu les pays pionniers sur ces questions-ci. Il y a aussi depuis quelques années donc la France sous Emmanuel Macron qui se réclame de cette diplomatie féministe, mais sans forcément l'avoir théorisée. La France, en réalité, a une stratégie internationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais qui en fait, ne mentionne pas, à cette époque, quand la stratégie a été conçue, le terme de diplomatie féministe n'avait pas encore été forcément employé par le ministère des Affaires étrangères françaises, ni par le président de la République. Donc, c'est aussi une stratégie, cette diplomatie féministe française, qui est censée s'inscrire dans ce que le président a appelé la grande cause du quinquennat. On en pense qu'on veut, c'est comme ça qu'il l'a présenté. Et juste très rapidement, donc les politiques qui sont concernées par cette diplomatie féministe, elles sont assez nombreuses en fait. Il y a tout d'abord les questions de coopération internationale et d'aide au développement, dont Ludovica est particulièrement experte, les questions de politique commerciale et aussi les questions de défense et de sécurité.
Donc voilà, sur la diplomatie féministe, assez rapidement. N'hésitez pas, si, je ne regarde pas les questions, il n'y en a pas dans le chat, donc parfait. Mais voilà, Ludovica et Déborah reviendront sur ces concepts, donc n'hésitez pas à leur poser vos questions à ce moment-là. Mais voilà, pour juste introduire un peu le sujet de ce soir. Et en ce qui concerne du coup le Forum Génération Égalité, donc je vais essayer d'être assez brève. Donc c'était un rassemblement mondial pour l'égalité qui a eu lieu l'année dernière, qui a été co-organisé par le Mexique et la France, et enfin co-accueilli par le Mexique et la France et organisé par ONU Femmes, et qui venait en fait célébrer les 25 ans de la déclaration de Beijing, qui avait eu lieu en 1995, et ça devait être en théorie, et certains considèrent que cela a été un moment en fait vraiment clé et un moment vraiment charnière en ce qui concerne la promotion et la défense des droits des femmes et des filles au niveau international. Donc, il y a eu une partie du sommet qui a eu lieu au Mexique, une autre partie du sommet qui a eu lieu en France. Il y a eu 500 intervenants et intervenantes pour le volet français, avec plus de 50 000 aussi participants et participantes, Covid oblige, en grande partie en ligne. Donc voilà. Dans les parties prenantes de ce sommet, il y avait les États, en particulier les chefs d'État et de gouvernement, les organisations internationales, donc type ONU Femmes et toutes les organisations des Nations Unies affiliées, les entreprises et leurs fondations, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, qui est un énorme acteur en fait sur ces sujets-là. Les organisations de la société civile, dont par exemple CARE France, dont Ludovica est la représentante ce soir, mais aussi les mouvements de jeunesse, voilà, tout un tas d'acteurs et d'actrices. Il y avait 6 thématiques clés au cœur du Forum Génération Égalité. Donc, je vous ai remise ici. Donc, les violences basées sur le genre, la justice économique, les droits et la santé sexuelle et reproductive, l'action des femmes en faveur de la justice climatique, les technologies et l'innovation au service de l'égalité entre les femmes et les hommes, et enfin la promotion, enfin voilà, le soutien apporté au mouvement féministe. Et au-delà de ces 6 thématiques, il y avait aussi en fait un pacte mondial sur les femmes, la paix et la sécurité et l'action humanitaire qui a été mis au cœur aussi des thématiques mises en avant. À l'issue de ce forum, il y a plusieurs engagements qui ont été pris par les États. Notamment un plan mondial d'accélération pour l'égalité femmes-hommes à hauteur d'au moins 40 milliards de dollars sur 5 ans. Donc là, ce sont des engagements financiers qui ont été pris à la fois par les États, les organisations internationales, aussi les fondations, les entreprises, etc. On verra en fait quelle est la réalité de ces engagements grâce à Ludovica et à Déborah, mais ce sont en tout cas les engagements qui ont été mis sur la table. Et sur ces 40 milliards, la France a annoncé, quant à elle, l'allocation de 100 millions d'euros pour les droits sexuels et reproductifs dans le monde, ainsi que 333 millions d'euros en faveur de l'éducation des filles dans le cadre du partenariat mondial pour l'éducation. Donc voilà sur ça. Donc je pense qu'on peut maintenant passer aux échanges avec Ludovica et Déborah. Et du coup, je vais vous poser ma première question. Donc, la première question que je voulais vous poser, c'était, donc voilà, on a un peu défini ce qu'était une diplomatie féministe, et notamment, en fait, ce concept, il est né dans un contexte dans lequel on a une certaine ce qu'on a appelé la montée des conservatismes, notamment, voilà, par exemple, le recul du droit à l'avortement, que ce soit en Pologne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans des pays aussi comme le Guatemala, enfin, de nombreux pays d'Amérique latine notamment. Et du coup, la question que je voulais vous poser, c'était pourquoi et comment mener une diplomatie féministe dans un contexte comme celui-ci de montée des conservatismes. Merci Julia pour cette introduction très complète et pour l'invitation à intervenir. Pour répondre à ta question qui est très intéressante, il est primordial en fait de prendre plus de place sur la scène internationale et de porter un discours fort avec des prises de position qui soient affirmées s'agissant de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les violences basées sur le genre ou en faveur des droits et de la santé sexuelle et reproductive. C'est vrai qu'il est très important d'intégrer le genre et la défense des droits des femmes de manière systématique dans les relations bilatérales, les rencontres internationales, pour créer des dynamiques progressistes en fait en faveur de la défense des droits des femmes et des filles pour contrer justement la mouvance conservatrice. Il faut savoir qu'ils sont bien organisés. Il y a tout un ensemble d'organismes et de lobbies conservateurs qui sont à l'initiative de lois anti-choix, par exemple pour l'avortement, ou de prises de position qui vont à l'encontre des droits des femmes dans le monde et de leur protection, par exemple, contre des violences qu'elles peuvent subir. Donc, face à cette force-là,
il y a ce camp de conservateurs qui a l'habitude de faire entendre un certain point de vue, un plaidoyer donc anti-choix et conservateur contre les droits des femmes. C'est important de créer une nouvelle dynamique qui mette à l'agenda international les droits des femmes, de soutenir la société civile, les ONG qui sont actives pour l'égalité femmes-hommes, et donc de continuer à organiser aussi des événements avec une multitude d'acteurs qui sont sensibles aux droits des femmes et qui ont une capacité d'action importante, mais aussi variée sur le terrain, comme ça a été le cas par exemple avec le FGE. Je pense qu'on va l'évoquer après plus en détail sur le pourquoi c'est important de mettre en place une diplomatie féministe dans ce contexte. On l'a vu avec la pandémie de Covid-19 qui a eu des conséquences dévastatrices sur les droits des femmes et qui a représenté une opportunité pour le camp des conservateurs pour attaquer, bafouer les droits des femmes et notamment leur droit à disposer librement de leur corps, ce qui a été terrible en termes de recul pour leurs droits. Pour donner un chiffre, d'après le Forum mondial économique, on a perdu 36 ans, donc plus d'une génération pendant la pandémie de Covid, pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, il nous faudrait maintenant 136 années pour atteindre cette égalité de genre, ce qui est énorme, et donc on se rend compte que c'est vraiment nécessaire. Je ne sais pas si Ludovica veut compléter ma réponse. Oui, merci beaucoup, Deborah, merci beaucoup, Julia. Mais en effet, on aura l'occasion aussi d'aller un peu plus en détail sur la définition que Julia a aussi donnée au début de ces diplomaties féministes. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'effectivement, c'est aussi super de pouvoir parler de manière plus globale de politique étrangère féministe. Effectivement, les pays comme la Suède, mais aussi, effectivement, maintenant, on a de plus en plus de pays qui ont déjà déclaré d'avoir une politique étrangère féministe, aussi les Mexiques, par exemple, et aussi l'Allemagne, très récemment, juste il y a quelques mois. Mais en effet, c'est absolument fondamental de parler d'une politique étrangère féministe. Aussi, spécifiquement, quand on parle, comme Deborah l'a mentionné, bien sûr, dans le cadre de la crise Covid, mais aussi maintenant, effectivement, avec les conflits, comme tu l'as mentionné, Julia, c'est très actuel, bien sûr, de parler de ça aussi. On a besoin d'une approche fondamentale, ici, une approche dans un contexte, une thématique de femmes, paix et sécurité. C'est vraiment une approche spécifique pour intégrer une approche genre aussi dans la manière où on parle, effectivement, par exemple, de la relation autour des conflits, et bien sûr des conflits spécifiquement, parce qu'il y a des barrières supplémentaires pour les femmes et les filles dans des contextes des crises, des conflits spécifiques. J'ai dit ça aussi pour souligner, par exemple, un élément. On a eu des réunions récemment aussi avec les ministères. On a le ministère des Affaires étrangères. Et on a aussi entendu comme réponse pendant un rendez-vous que la question des femmes et de sécurité, pour le moment, était passée un peu derrière dans la dernière période. Mais effectivement, notre réaction instinctive était mais clairement non. Ça, c'est une question qui est maintenant est particulièrement important à souligner et à traiter en ce moment-là. C'était juste pour compléter un peu ce qu'il d'abord. Merci beaucoup, Ludovica. Je sais, ta connexion, je pense, est assez instable. Peut-être que si tu coupes ta caméra, on t'entendra mieux. On peut peut-être faire un essai comme ça pour les questions à venir, si ça te va. Ta connexion a l'air assez limitée. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Et alors, du coup, comme tu le disais, Ludovica, il y a plusieurs pays en fait qui se réclament de cette diplomatie féministe. Donc, en premier lieu, le Canada, la Suède, mais aussi, tu le disais, donc le Mexique, la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, au-delà des mots, en fait, au-delà de la posture politique et de l'affichage politique, si on peut dire, est-ce que, par exemple, en France, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi dans le contexte franco-français, est-ce qu'on peut véritablement... Alors, je vous demanderai aussi, donc c'est Claudine, de bien vouloir couper votre micro, s'il vous plaît. Hop, et je vais le faire moi-même, du coup, d'ailleurs. Voilà, désolée.
Du coup, voilà, ma question, elle serait de savoir, en fait, est-ce qu'on peut véritablement parler de diplomatie féministe, donc là, sur peut-être les 5 années qui se sont écoulées, parce qu'en fait, Emmanuel Macron est le premier président à avoir parlé de diplomatie féministe. Est-ce qu'on peut parler de diplomatie féministe aujourd'hui en France, et notamment en prenant peut-être l'exemple du Forum Génération Égalité, et en fait, et aussi, donc, quels seraient en fait les piliers, et quels sont les piliers de cette diplomatie féministe à la française, si on peut dire? Peut-être je peux commencer et Déborah, tu pourras compléter si ça te va. Est-ce que vous m'entendez bien, juste parce que ma connexion saute un peu, juste pour savoir. Ouais, c'est ce que je te Pour le disais. moment? La connexion, Ouais, elle est parce un que... peu instable. Du coup, peut-être si tu enlèves Ok, ta caméra, ce sera peut-être un peu mieux. ok, super. Très bien. Mais en effet, c'est la vraie question, Julia. Quand on pose la question de contexte français, je pense que vous pouvez déjà imaginer la réponse si on parle d'une véritable diplomatie féministe en France. Avant de passer effectivement à la réponse plus détaillée, la chose importante à souligner, je trouve que c'est l'effet que, comme tu l'as dit avant, effectivement, tu as donné une définition de la diplomatie féministe qui était une définition donnée par la Suède. Ça, c'est vraiment une chose intéressante parce que les soucis en France, c'est que la France n'a pas vraiment conceptualisé une définition de diplomatie féministe à la française, comme tu l'as dit. Effectivement, c'était plus ou moins en même temps, c'était juste après avoir déjà lancé, comme tu l'as souligné, la stratégie internationale sur l'égalité femmes-hommes, qui la France a annoncé une diplomatie féministe. Ça signifie que concrètement, il n'y a pas une conceptualisation qui montre ce que les gouvernements veulent vraiment dire quand ils parlent de diplomatie féministe. Et dans ce cadre-là, c'est effectivement le Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a donné des définitions concrètes, qui a pris la définition de la Suède, comme tu l'as dit, avec les 3 R, les rights, representation et ressources, et a développé ça un peu plus loin, en soulignant aussi effectivement d'avoir des approches transformatives. Ça, c'est effectivement fondamental. Aussi d'avoir une organisation institutionnelle qui est dédiée et pérenne, qui permet vraiment d'assurer la coordination et la mise en cohérence des politiques menées. Et aussi l'affirmation d'une solidarité internationale avec les femmes en lutte pour les droits et leurs libertés partout dans le monde. Et effectivement, c'est que la société civile donne aussi un plus comme élément. C'est d'aller un peu plus loin aussi quand on parle des 3 arts. Par exemple, tu as mentionné effectivement les droits, la représentation et les ressources. Et pour détailler un peu plus, quand on parle des représentations, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension primaire, effectivement, de la représentation des femmes dans les décisions, dans les espaces de prise de décision, bien sûr. Ça ça peut signifier aussi, par exemple, dans les ambassades. C'est déjà que 3 quarts, par exemple, des ambassades sont pilotées par des hommes, par exemple. Et aussi, il y a vraiment une question, c'est ce qu'on apporte beaucoup comme message de la part de la société civile, des ONG, etc. C'est vraiment de parler plutôt d'implication aussi des associations féministes, des associations de défense pour les droits des femmes dans les processus d'élaboration des politiques publiques. Et bien sûr, on peut vraiment avoir ce type encore une fois, oui, des co-constructions des politiques publiques et des suivis de ces politiques publiques. Et aussi, quand on parle des ressources, on parle effectivement, par exemple, des ressources en termes de financement dans les cadres de l'aide publique au développement qui sont spécifiquement, qui ciblent spécifiquement l'égalité femmes-hommes dans les contextes, effectivement, spécifiquement, les projets sont mis en œuvre. Mais aussi, on parle plus directement vraiment des financements aux organisations féministes. Qui, comme on l'a déjà mentionné, comme Déborah aussi l'a mentionné, sont vraiment les associations, sont celles en première ligne, bien sûr, qui vraiment pilotent la lutte pour les droits des femmes et des filles, pour l'égalité de genre. Désolée, j'allais un peu plus en détail dans ces définitions-là, effectivement, parce que ça nous permet de comprendre de manière plus concrète comment la France et si la France a mis en œuvre une véritable diplomatie féministe. Et la réponse, comme vous l'avez déjà imaginé, c'est effectivement que non, on ne peut pas parler vraiment de diplomatie féministe concrètement en France. De manière générale, on peut dire que c'est vraiment des piliers des politiques de la France, où la France a fait un peu mieux, ça on peut le dire. Par exemple, mon organisation Care France a préparé avec l'organisation Equipop et aussi avec Oxfam France, avec d'autres associations aussi comme la Fondation des femmes et les plannings familiales et One France,
un bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron sur plusieurs thématiques. Et effectivement, notre bilan sur la diplomatie féministe était encouragement, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a eu des efforts très concrets de la part de la France. Par exemple, la France, dans le contexte, par exemple, du Forum Génération Égalité, a pris position pour des sujets qu'on connaît bien, comme les droits à l'avortement, les droits sexuels et reproductifs plus largement, qui sont aussi délicats dans ces espaces multilatéraux. Mais concrètement, effectivement, quand on regarde les engagements, on peut trouver beaucoup des choses un peu en décalage, on peut dire, entre les annonces, entre ce qui est affiché par la France et concrètement ce qu'on on peut voir concrètement. Par exemple, on peut faire un exemple, j'essaie de terminer ma partie, désolée, mais effectivement, un exemple, c'est dans les financements, encore une fois. On voit que la France, il y a, en 2019 spécifiquement, a annoncé 120 millions pour les organisations féministes des pays du Sud. Concrètement, ces 120 millions ne sont pas vraiment 120 millions, mais ça, c'est notre question. On ne va pas compliquer ces niveaux-là. Mais bien sûr, ça, c'est une super initiative. C'est une initiative que les organisations de la société civile ont beaucoup appréciée et accueillie. Mais concrètement, ces financements sont juste pour 3 ans. Et ce que la société civile demande, c'est que ces financements soient pérennisés pour les futurs, pour s'assurer vraiment des changements et pour avoir vraiment un impact transformatif. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le fait que la France a augmenté de plus en plus dans les dernières années les financements qui ciblent spécifiquement à l'égalité femmes-hommes dans l'aide publique au développement. Ça, c'est une augmentation qu'on a pu vérifier. Mais de manière concrète, il y a encore des vraies réflexions à faire sur la qualité de ces aides publiques au développement. Parce que parfois, par exemple, des projets qui simplement font des rapides mentions à l'égalité femmes-hommes sont aussi considérés comme des projets effectivement transformatifs quand ce n'est pas forcément le cas. Ça, c'est juste pour donner quelques éléments. Je te laisse peut-être compléter, Déborah, mais après aussi, je suis sûre qu'on pourra aller plus dans les détails aussi plus tard. Oui, merci. Moi, j'ajouterais seulement que la France essaye en tout cas vraiment de porter une diplomatie féministe. Il reste beaucoup à faire. On va dire qu'elle est sur la bonne voie. Parce qu'elle met quand même en place un plaidoyer fort qui s'inscrit dans la durée. On l'a vu donc lors du FGE, mais aussi lors de la présidence française de l'Union européenne. Donc, il y a un effort, voilà, de porter un certain discours en faveur de la défense des droits des femmes et de l'égalité des genres. Après, où il y a pas mal de critiques aussi à apporter, et je compléterai juste ce qu'a dit Ludovica en disant qu'en effet, il y a un certain fossé justement entre ce portage politique et les engagements concrets. Voilà, donc on est très fort pour faire de beaux discours et visibiliser certains sujets, ce qui reste important. Mais après, lorsqu'il faut mettre en avant des financements ou des engagements concrets, c'est un peu plus difficile. Et à cela s'ajoute justement sur ce qui est annoncé parfois en termes de financement, une difficulté à tracer les financements, à clairement savoir où est-ce qu'ils vont, à s'assurer qu'il n'y a pas un effet de double comptage des financements par rapport à certains programmes. Et c'est vrai qu'il y a un autre volet qui est un pilier indispensable pour mettre en place une réelle diplomatie féministe, c'est le volet défense et sécurité et politique commerciale qui est mis de côté, on va dire, par la France, qui a des contrats commerciaux de vente d'armes avec des pays qui violent les droits des femmes. Donc ça renvoie aussi à un message un peu contradictoire et ça prouve une certaine priorisation différente par rapport à certains sujets. Voilà, c'est tout ce que j'ajouterais. Ouais, merci beaucoup à toutes les deux et notamment Déborah, ton dernier point, il est super intéressant, c'est ce qu'on appelle la cohérence des politiques publiques. Désolée, Julia, je pensais à d'autres. Ah oui, bien sûr, vas-y Ludovica. Est-ce que vous m'entendez? Désolée parce que j'ai vraiment des problèmes avec ma connexion à ce moment. Est-ce que vous m'entendez maintenant?
Oui. Ok, super. C'était juste effectivement parce que je pensais à un autre élément que je voulais mentionner déjà avant. Mais c'est effectivement l'effet que, bien sûr, maintenant on parle de politique étrangère, on parle de diplomatie féministe, mais la chose qui est très importante, c'est bien sûr une question de cohérence vraiment avec toutes les politiques publiques et vraiment cohérence avec les politiques nationales aussi de la France. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas vraiment penser que la France va avoir, c'est super, comme le disait aussi Déborah, qu'on va avoir la France va avoir un discours d'un certain type dans les espaces multilatéraux. Mais après, concrètement, c'est vraiment important que la France soit exemplaire dans les contextes nationaux. Et ça, c'est toujours une chose qui est, dans notre plaidoyer, on essaie de souligner, et qu'on trouve parfois vraiment compliqué de faire comprendre comme message clé au gouvernement. Et c'est vraiment essentiel qu'on ne sépare pas complètement les deux choses. On ne peut pas parler juste de politique étrangère et de manière séparée complètement des politiques nationales. C'est juste ça que je voulais. Non, mais complètement, tu as tout à fait raison. Donc, il y a à la fois cette question de la cohérence entre politique internationale et entre la politique internationale d'un côté et la politique nationale de l'autre. Ça fait beaucoup de politique, tout ça. Juste, j'ai vu qu'il y a une question dans le chat et je vous propose d'y répondre maintenant et on pourra ensuite passer au forum, plus aux questions liées au Forum Génération Égalité. Mais il y a Liv qui demandait, pensez-vous que tous les pays ayant formulé une politique étrangère féministe pourraient réussir à collaborer ensemble, échanger leurs solutions et innovations? Est-ce que ce serait quelque chose de difficile à mettre en place? Super intéressant comme question. Merci beaucoup, Liv. Merci beaucoup, c'est une super question. Je ne sais pas, Déborah, si tu veux, je vais commencer ou vas-y si tu veux. Tu peux y aller, je compléterai. Ok. Mais effectivement, c'est une super question, merci beaucoup. Alors, si on parle encore une fois de l'affichage politique, on peut voir que de la part de la France, mais aussi des autres gouvernements, effectivement, il semble avoir cette intention à créer des synergies, à pouvoir partager leurs expériences dans la mise en œuvre de diplomatie féministe, de politique étrangère féministe. Et aussi, il y a plusieurs portées, effectivement, ensemble, les différents pays qui sont engagés pour une diplomatie féministe, pour pouvoir échanger des pratiques et aussi vraiment pour encourager aussi d'autres pays à mettre en œuvre, à adopter des politiques étrangères féministes. Et effectivement, Ah non, on a perdu Ludovica du coup, en espérant qu'elle revienne. Du coup, peut-être que Déborah, tu veux compléter par rapport à ce qu'elle disait. Du coup, je peux juste rebondir sur ce qu'elle disait, mais je ne sais pas forcément. Ah, il me semble que. Est-ce que Ludovica, tu es de nouveau parmi nous? je suis désolée. T'inquiète. Je suis désolée. Vous m'entendez maintenant? On t'entend. Enfin, Vous m'entendez? ouais. Ok, super. Désolée. Mais c'était effectivement juste pour dire que les formes de égalité, effectivement, un exemple intéressant parce qu'effectivement, la France a aussi dit plusieurs fois que c'était une belle intention, effectivement, de pouvoir travailler aussi avec les autres pays. Mince. Bon, Ludovica est au Maroc pour information, donc voilà, ce qui peut peut-être expliquer ses soucis de connexion, elle n'est pas chez elle. Donc voilà, peut-être que Déborah, tu veux compléter par rapport à ce qu'elle disait. À savoir si c'est possible ou difficile, ça reste à voir. C'est des pays qui soutiennent la même diplomatie. Après, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ni non plus les mêmes relations sur la scène internationale. Donc, il ne faut pas oublier que tout ce qui a trait à la diplomatie, il y a les intérêts d'une nation derrière. Donc, je pense que ça restera à voir, mais là, on est dans un contexte aussi où il faut prendre en compte les présidentielles et on ne sait pas si ce sera maintenu comme position par rapport à la politique étrangère de la France. C'est vrai qu'il y a cette donnée-là à prendre, c'est qu'on ne sait pas qui sera le futur ou la future présidente et forcément que ça rebat potentiellement les cartes. Alors, en lien avec les présidentielles, alors c'était censé arriver à la fin du webinaire, mais vu qu'on en parle, je propose qu'on prenne cette question-là de Caroline.
qui demande l'adoption d'un vrai cadre avec des indicateurs et un suivi réel pour la diplomatie. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question d'ailleurs. Donc peut-être que Caroline, tu veux prendre la parole pour la spécifier. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, l'adoption d'un vrai cadre avec des indicateurs et un suivi réel. Est-ce que je veux dire, est-ce que c'est quelque chose... Ouais. C'était un peu flou, mais si tu veux, je peux la dire plus explicitement. L'idée, ce serait que une des demandes pour les prochains candidates qui seraient au pouvoir, ce serait que cette diplomatie féministe soit réellement assortie d'un cadre, d'indicateurs et qu'il y ait un suivi réel qui soit annuel, ou à la fin, pour s'assurer qu'il y ait réellement des choses qui soient mises en place. Et donc, la question, c'est est-ce que ce serait possible de mettre en place ce cadre de suivi, c'est ça? Est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'en faire la demande et de faire en sorte que les candidats s'engagent à mettre ça en place? Oui, encore une fois, ça va être de la responsabilité de la société civile et des ONG qui sont actives sur le terrain. Donc, oui, si ça vient d'en bas. Je peux aussi... À Ludovic. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En effet, c'est un très bon point, Caroline, parce qu'effectivement, ça, c'est une recommandation qu'on porte. Et par exemple, avec les rapports que Julia a aussi partagés dans les chats, nous l'avons utilisé avec aussi Equipop et Oxfam, un peu comme une occasion pour contacter les équipes de campagne des candidates et candidats. Pas toutes et tous, comme vous pouvez l'imaginer, on n'a pas rentré en contact avec les extrêmes droites, vous pouvez l'imaginer très bien. Mais effectivement, on a utilisé aussi ces rapports comme outil pour porter ces recommandations-là et pour souligner l'importance de conceptualiser, comme je disais avant, et comme tu l'as dit maintenant, pour conceptualiser, quand j'ai dit ça, effectivement, je vais dire pour avoir des objectifs concrets, des indicateurs concrets, exactement comme tu les soulignes. Et comme le disait Déborah, la chose importante, ça doit être bien sûr un engagement du gouvernement qui doit préparer ces cadres et cette conceptualisation et ces indicateurs avec la société civile dans un processus de co-construction concret. J'espère que ça répond à ton commentaire, à ta question. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors peut-être qu'on peut avancer en parlant un peu plus du Forum Génération Égalité, et, qui est un exemple un peu, alors, qui a été présenté du moins comme un exemple de ce que pouvait en fait, de comment on pouvait incarner la diplomatie féministe. Et du coup, ma première question relative à ça, c'était de savoir, est-ce que selon vous, on peut considérer que le FGE et la manière dont il s'est déroulé, comment il a été conçu, comment ça s'est passé, et le suivi qui est apporté, peut être considéré comme un bon exemple en fait de diplomatie féministe. Je peux peut-être commencer. On peut répondre à l'affirmative, et surtout pour le cas de la France qui a renforcé son plaidoyer à l'international en faveur de la promotion des droits des femmes et de la lutte contre les inégalités et les discriminations qu'elles subissent. Le gouvernement français et le bureau français qui était chargé du FGE ont réalisé un véritable travail de démarche diplomatique auprès de nombreux États pour les convaincre en fait de s'engager au sein du FGE, parce que ça fonctionnait sur la base du volontariat. Il faut savoir qu'au début, il y avait uniquement le Mexique et la France, et qu'après, on a atteint donc, 68 pays. Donc, ça montre aussi la force de porter une diplomatie féministe et toute son importance. Après, le FGE aussi, ça a été un exemple ça a été un outil de mobilisation à l'échelle mondiale, et ça a permis réellement de visibiliser ces questions-là dans un contexte de pandémie qui a affecté les droits des femmes, comme on l'a évoqué avant. Donc ça prouve aussi qu'il y a une volonté, il y a une dynamique positive qui peut être créée même dans un tel contexte, et ça renvoie aussi à un message positif. Ce qui était important aussi, et ce qui est assez exceptionnel, c'est le format de ce forum-là, qui est original, avec une multitude d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'échanger en même temps ensemble autour de la table des discussions. Ça sort un peu, ça dépasse le cadre
assez rigide de la diplomatie entre deux gouvernements, où là, on avait aussi bien le secteur privé, philanthropique, mais aussi les ONG, surtout les organisations portées par la jeunesse qui ont pu porter leurs revendications auprès des gouvernements. Donc ça, c'est très important et c'est un vrai exemple de diplomatie féministe, si on peut le dire comme ça. Après, c'est vrai que pour nuancer un petit peu le FGE, le risque qu'il y a, c'est que ça a créé ou ça a renforcé du moins le schisme idéologique et géopolitique. On l'a vu, si certaines régions ont porté les droits des femmes, avec notamment une coalition de pays d'Afrique de l'Ouest qui s'est formée en faveur de la défense des DSSR. Donc voilà, ça renforce cette idée de nouvelles mouvances dans une région où ces droits-là sont très fragiles. Mais à l'inverse, il y a des régions entières qui n'ont pas été représentées au sein du forum. On a notamment le Moyen-Orient, mais aussi l'Asie-Pacifique ou la Russie, la Chine. Et donc, on constate bien qu'il y a cette disparité régionale qui est un petit peu renforcée, qui se cristallise, notamment parce que c'était aussi sur la base du volontariat. Donc voilà, ça renforce un peu les dissensions, mais ça reste un bel exemple en tout cas de ce qui peut être fait lorsque voilà, certains pays s'emploient à mettre en place une diplomatie féministe. Merci beaucoup, Déborah. Est-ce que vous m'entendez, maman? Désolée que je dois toujours checker avec la Là, caméra. on t'entend pour l'instant. Je Très ne sais bien, pas si ça va durer, mais on t'entend. c'est super. Oui, en effet, juste pour compléter ce qu'il disait Déborah, je pense qu'effectivement, l'idée de Forum Génération Égalité, c'était une bonne idée. Et après, je pense qu'on va faire effectivement avec Déborah aussi les bilans un peu plus tard de ces forums. La chose qui est c'était effectivement très intéressant, comme l'a dit Déborah, c'est aussi l'engagement de ces différents acteurs et actrices des différents secteurs qui ont permis aussi des échanges qui, effectivement, n'ont pas souvent lieu. Les problèmes ici, c'est aussi le fait que cet événement a été organisé, je ne sais pas exactement comment le dire de manière claire, mais les problèmes qui ça semble qu'effectivement des réflexions approfondies n'étaient pas vraiment faites avant pour évaluer ce qui sont les dynamiques de pouvoir aussi entre ces acteurs et actrices. Et ça, c'était une chose que la société civile, les associations féministes, les ONG avaient bien sûr déjà flagué au gouvernement, à ONU Femmes, quand les forums Génération Égalité même étaient annoncés au tout début, en 2019 même. Mais effectivement, dans le cadre de ces processus, ça a été très compliqué effectivement de gérer ces différentes dynamiques de pouvoir entre acteurs et actrices. Et ça, c'est une chose, effectivement, c'est pour ça que c'est en soi un exemple intéressant de manière un peu innovante de mener en diplomatie féministe certains objectifs d'une diplomatie féministe, une politique étrangère féministe. Mais effectivement, il y a plusieurs choses qui étaient un peu à revoir, on peut dire, et on peut aller plus en détail, bien sûr, dans un moment. Merci beaucoup. Juste pour vous dire que toutes les ressources que je mets dans le chat, que Ludovica, que Déborah mettent dans le chat, je vous les repartagerai en suivi dans mon mail de suivi du webinaire. Donc, vous en faites pas. Voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de creuser certains sujets qui sont abordés, on vous enverra tout ça. Alors, du coup, vous l'avez déjà un peu abordé, notamment Déborah, c'était intéressant ce que tu disais, qu'au-delà de l'événement et au-delà du côté institutionnel, tu as quand même un élément intéressant qui est celui de la mobilisation que ça a pu générer au sein des sociétés civiles, au-delà voilà, de l'aspect purement institutionnel et étatique. Et du coup, moi, la question que je voulais vous poser maintenant, c'est quel bilan, en fait, alors à la fois vous, à titre personnel, et peut-être aussi, excusez-moi, au titre de vos organisations, vous tirez en fait de ce forum et notamment alors sur plusieurs aspects, et le premier que je voulais aborder c'était celui de l'inclusivité des différents acteurs et actrices, et aussi de ce qui concerne l'intersectionnalité, et peut-être que l'une d'entre vous pourra redéfinir ce qu'est l'intersectionnalité, parce que c'est un terme qui fait un petit peu polémique en France, qui ne fait pas du tout polémique dans beaucoup de pays, mais qui fait polémique chez nous, et donc c'est intéressant aussi de savoir pourquoi. Mais voilà, du coup, est-ce que sur ces deux aspects vous pouvez un peu me dire quel bilan vous tirez du forum
Forum Génération Égalité. Merci beaucoup. Je ne sais pas. On peut commencer. Je vais commencer? Ok. Super. Oui, alors, de manière générale, effectivement, c'est une question très large, Julia, mais j'essaie de porter un peu les éléments les plus importants. En effet, alors pour ce qui concerne la mobilisation, comme tu l'as déjà mentionné, c'était sûrement une initiative intéressante qui a permis effectivement de mobiliser beaucoup d'associations un peu partout dans le monde. Les limites dans ça, bien sûr, c'est vu la pandémie effectivement, il y a eu en premier lieu un report du forum qui devait avoir lieu en 2020 et aussi, de manière générale, aussi en 2021, comme tu as mentionné avant, les forums étaient majoritairement virtuels. Et malheureusement, même l'accès virtuel à ces forums n'a pas été satisfaisant pour la société civile. Il y a eu beaucoup de problèmes et aussi beaucoup de problèmes avec, par exemple, l'accès pour les personnes en situation de handicap, par exemple. Il y a eu vraiment plusieurs limites aussi techniques, on peut dire, qui n'ont pas facilité forcément l'échange véritable entre associations. Mais ça, c'était pour dire, effectivement, c'était un moment de mobilisation important, mais même dans ces dimensions-là, il y a eu des soucis un peu pratiques. Pour ce qui concerne les bilans des engagements, Déborah sûrement pourra aller un peu plus en détail aussi avec l'analyse que l'Institut a fait. Mais de manière concrète, effectivement, on a des engagements intéressants qui ont été faits. Pour ce qui concerne la France, effectivement, les montants qui ont été mis pour les droits sexuels et reproductifs étaient un peu les seuls montants vraiment nouveaux, et en plus de ce que la France donne déjà dans plusieurs espaces. Et les problèmes principaux maintenant, ça va être effectivement, c'est qu'il y ait les suivis de ces engagements. Parce que tous les engagements qui ont été pris au Forum Génération Égalité, et en lien aussi avec la question qui posait Caroline avant, concrètement, s'il n'y a pas un suivi concret de tous ces processus, il n'y a pas vraiment beaucoup de sens. Ça signifie que l'impact de ces forums ne va pas être l'impact espéré par les associations, même par les gouvernements et par nos femmes. Pour ce qui concerne effectivement une approche intersectionnelle, ça c'est une question aussi pas facile à répondre parce que le Forum Génération Égalité a été effectivement initialement annoncé comme un forum intersectionnel, mais concrètement, ça n'a pas forcément été le cas. On peut dire que ça l'a été dans le cadre de la diversité d'acteurs et actrices, encore une fois, qui ont été impliqués, mais même dans ces cadres-là, comme je disais avant, il y a des problèmes pratiques d'accès, mais aussi concrètement, dans les différentes coalitions d'action que tu mentionnais avant, ces groupes qui travaillent autour de certaines thématiques, les analyses n'ont pas forcément été avec une approche intersectionnelle. Et effectivement, j'aurais dû les définir avant, comme tu demandais, Julia, mais effectivement, quand on parle d'une approche intersectionnelle, ça signifie vraiment prendre en compte la diversité des personnes, l'effet que, quand on parle spécifiquement, par exemple, des femmes, les femmes ne sont pas toutes les mêmes, comme vous le savez très bien. Il y a des barrières spécifiques qui se posent selon nos identités. Ça peut être selon, par exemple, la situation de handicap, selon notre race, couleur de peau, ethnicité, aussi ce qui est notre identité de genre, notre orientation sexuelle et beaucoup d'autres facteurs, et aussi l'intersection de ces facteurs. Ça signifie que vraiment, pour avoir des engagements qui ont et qui intègrent une approche intersectionnelle, comme vous pouvez bien les voir, ça signierait avoir des analyses très approfondies sur l'impact de tous les engagements. Mais ça, on peut dire de manière concrète qu'il n'était pas vraiment le cas. Mais je laisse effectivement Déborah compléter avec ces éléments. Merci Ludovica. Je vais répondre rapidement et j'invite celles et ceux qui sont intéressés à aller lire le rapport que l'Institut du genre en géopolitique a rédigé à ce sujet. Je pourrais le mettre dans le chat. Donc, pour faire un bilan, c'est vrai que c'est un format hybride qui se voulait plus démocratique, inclusif, intersectionnel, et au final, il y a eu une faible représentation de certaines personnes
notamment les femmes racisées, handicapées, LBTI+. Les femmes parfois étaient considérées comme un groupe homogène et elles avaient un temps de parole moindre parfois lors des discussions. Après, s'agissant un peu de la mobilisation des sociétés civiles, il faut savoir que la société civile a largement participé à l'organisation du FGE. La jeunesse a aussi incarné un véritable moteur de ce forum en demandant l'adoption d'engagements ambitieux. Certaines organisations étaient présentes alors même que leur pays n'était pas représenté au sein du forum. C'est le cas notamment pour la région du Moyen-Orient. Et la société civile a aussi été mise à l'honneur dans le FGE avec la coalition Mouvement et Leadership féministe. Donc on voit qu'il y a vraiment cet aspect-là qui a été porté lors du FGE. Après, en ce qui concerne les engagements financiers, donc sur les 40 milliards de dollars d'engagements financiers, c'est une somme importante, mais c'est vrai que ça reste uniquement un tiers de l'APD dans le monde. Et sur ces 40 milliards qui ont été donc engagés, il y a seulement la moitié d'engagements étatiques. Et la France ne représente que 2% de ces engagements financiers. Donc on voit que c'est assez faible. Et souvent, les engagements étatiques financiers qui ont été portés, ça venait d'États qui étaient déjà mobilisés et engagés sur cette question-là. Donc, ça peut limiter les impacts des engagements qui ont été pris. On note aussi une montée en puissance des secteurs privés et philanthropiques qui ont une influence grandissante que l'on peut juger de manière positive parce que c'est bien que ces secteurs-là s'engagent et c'est vraiment nécessaire qu'ils prennent conscience des défis et des problèmes sociétaux dans leur perspective et dans leur action. Ou avoir une vision un peu plus pessimiste et voir ça de manière un peu plus inquiétante sur la privatisation des aides qui sont faites. Après, sur la nature des engagements, il faut savoir que les engagements financiers arrivent en 4e position. Donc, il y avait 4 types d'engagements, plutôt du plaidoyer, un pilier plus politique, un autre programmatique et un autre financier. Donc, sur les 2700 et quelques engagements pris, les engagements financiers sont ceux qui sont les moins importants. Après, en termes de coalition, pour être un petit peu plus spécifique, c'est la coalition sur l'économie plus qui a eu un engagement financier le plus important. Ensuite, on a les violences basées sur le genre, les DSSR, les mouvements féministes et leadership. Et ensuite, avec très peu d'engagement financier, plutôt la coalition sur l'environnement et celle sur la technologie. Et ça a été majoritairement des engagements qui venaient du continent américain ou européen, et après, dans une moindre mesure, depuis le continent africain. Et il faut savoir aussi que sur les engagements portés, la moitié viennent de la société civile. Donc, il y a une part assez limitée qui proviennent d'acteurs étatiques. Donc voilà, pour vraiment balayer très rapidement, mais après, je vous invite à retrouver un peu plus d'informations et d'analyses dans le rapport. Je voulais aussi ajouter une autre chose. Merci beaucoup, Déborah, pour cette analyse de votre rapport que je suggère vraiment à tout le monde de lire. Aussi, ce que je voulais ajouter, c'était plutôt une anecdote, encore une fois.
sur c'est quelle l'implication de la société civile autour de ces forums. En 2019, entre 2019 et 2020, au tout début de ce processus, ONU Femmes, avec la France et le Mexique, avait annoncé le forum tout début, parlait vraiment d'un forum génération d'égalité. Yep, je sentais que ça allait mal finir. Bon, je ne sais pas si il nous reste 4 petites minutes. Je ne sais pas si Ludovica va réussir à revenir parmi nous. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, moi, j'avais une dernière question avant peut-être de clôturer. Et donc, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Là, il nous reste 3 minutes maintenant. Voilà. Mais moi, la question que j'avais finale, c'était plus sur, voilà, là, on est à 1 an. Le FGE, la partie mexicaine, avait commencé au mois de mars 2021. Ça s'était clôturé au mois de juillet 2021 en France. Comment, 1 an après, en fait, Déborah, toi, tu perçois en fait la capacité de la société civile à faire un suivi en fait des engagements qu'ils ont eu et en fait, est-ce qu'il y a eu un impact au final est-ce qu'on peut déjà sentir l'impact des décisions qui ont été prises est-ce qu'il y a une forme de redevabilité qui commence à se mettre en œuvre sur les engagements qui avaient été pris? Par rapport à cette question, merci Julia. J'aimerais plutôt insister sur la responsabilité des États et non pas à chaque fois donner le gros du travail à la société civile et aux ONG qui ont malheureusement peu de moyens et qui portent un plaidoyer pour être mieux financés et être inclus dans les prises de décision qui concernent les droits des femmes et l'égalité de genre. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas de cadre de redevabilité pour les engagements. Donc, c'est la responsabilité d'ONU Femmes de faire le suivi des engagements pour le FGE. Pour l'instant, on ne peut pas réellement constater d'effets concrets. On ne sait pas où ça en est en termes de financement, ce qui a été engagé jusqu'à présent ou pas. Et c'est vrai que certains engagements étaient flous dans leur définition. Donc, il y en a très peu déjà qui étaient des engagements financiers et parfois pour les nouveaux programmes mis en place, les objectifs sont assez flous. Donc, c'est encore une fois difficile d'avoir une certaine visibilité et de pouvoir tracer où va l'argent, ce qui est fait concrètement sur le terrain. Mais donc, c'est vrai que là, ça se fait un petit peu... ça se fait languir, on va dire, pour le cadre de redevabilité. Et on peut seulement espérer que très rapidement, il y en ait un qui soit mis en place. Après, il faut aussi prendre en compte le format qui est hybride, comme je l'évoquais avant, où on a des ONG qui ont le même poids qu'un État. Et donc, c'est un peu une première. Mais simplement, j'apprends rien à personne. Une ONG n'a pas le même impact, même pas la capacité transformatrice d'un État. Donc, c'est toute la difficulté aussi de créer, penser un mécanisme de redevabilité assez unique qui s'adapte à ce format-là. Et comme c'est dans le cadre aussi d'un cadre onusien, il n'y aura pas de sanctions si les engagements ne se concrétisent pas et si derrière les financements ne sont pas mis là où c'était promis. Donc c'est aussi voilà, la difficulté de ce cadre-là. Ce qu'on appelle la beauté du droit international. Ok, il est 19h pile, donc c'est parfait. Je pense qu'on va s'en tenir là. Moi, je voulais juste faire une petite conclusion très rapide. Et donc, Ludovica n'est plus là. Ah, si, elle a mis un message dans le chat. Donc, alors, je lis juste son message. Je suis vraiment désolée pour ma connexion. L'anecdote que je mentionnais en matière de participation de la société civile dans le processus du forum. Au tout début, ONU Femmes, la France et le Mexique parlaient d'un forum Génération Égalité co-construit avec la société civile. Et depuis 2020, le langage a évolué. Et finalement, il et elle parlaient d'un FGE organisé en associant la société civile. Donc, c'est là, Déborah, tu parlais de l'importance quand même des mots tout à l'heure.
Et alors, Claudine, excuse-moi, je vais vous muter de nouveau parce que du coup, ça parasite. Je vais réussir à trouver. Voilà, excusez-moi. Et oui, Déborah, tout à l'heure, tu parlais de l'importance des mots et que voilà, c'est bien d'avoir des discours. Il y a les faits qui doivent venir aussi derrière et être associés au discours. Et là, c'est typiquement ça, c'est l'évolution dans le langage qui a montré que du coup, il y a eu un impact dans la manière dont a été mis en place le forum et comment la société civile a été intégrée aux discussions et à la construction de l'événement. Donc voilà, je voulais vous repartager, alors je ne vais pas vous repartager mon support, je voulais juste voilà, vous inciter à nous suivre, que ce soit sur le Twitter des expertes ou des experts de genre, aussi à créer votre fiche si ce n'est pas le cas, si vous êtes une experte des questions de genre et que vous n'avez pas encore votre fiche sur le site, à en parler aussi à vos collègues. Donc voilà, je vais vous envoyer le support de présentation, il y aura en fait un certain nombre de ressources en lien avec le sujet qu'on a abordé ce soir. Et aussi voilà, un peu des choses relatives au projet des expertes. Et donc, je remercie énormément Ludovica et Déborah pour leur présence ce soir et pour leur expertise. Voilà, parce que c'est un peu le sujet du projet, donc pour leur expertise sur ces questions-là de diplomatie féministe. Voilà, j'espère que le webinaire vous a plu. Donc, il est enregistré, donc il sera mis en ligne demain, normalement. Et voilà, et donc moi, c'était mon dernier webinaire. Je quitte le groupe EGAY demain soir. Et donc voilà, j'étais ravie d'être avec vous ce soir, du coup. Et voilà. Et donc, je vois que Ludovica laisse aussi son adresse mail voilà, professionnelle en cas de questions. Donc, pareil, si elle est OK, je la réintroduirai dans le support de présentation. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.